C'est l'heure du face-à-face entre Pierre Jacquemin du magazine Politis et Stéphane Werner, rédacteur en chef délégué de Ouest France. Bonjour à tous les deux. Bonjour Zine. Bonjour. Alors vos unes respectives aujourd'hui, Pierre? Eh bien nous, c'est sur un procès qui s'ouvre, qui s'est ouvert hier, sur un procès de groupuscule d'extrême droite, voilà, qui rappelle que quand même le terrorisme d'extrême droite existe bien et il est bien une menace qui pèse sur la France et en Europe, tout particulièrement. Et Stéphane, votre une Ouest France? Nous, c'est sur les Français de plus en plus vigilants face aux fraudes bancaires. En fait, c'est un dossier par rapport aux arnaques bancaires. D'accord. Alors, dans la guerre qui oppose l'Iran et Israël, Donald Trump va-t-il mettre un pied dans la guerre alors qu'il donne des signaux contradictoires? En clair, peut-il prêter main forte aux Israéliens pour porter le coup fatal alors que sa promesse de campagne était de ne plus intervenir dans les conflits extérieurs? On est en quelque sorte suspendu à la décision de Donald Trump? Le problème, c'est que est-ce que Donald Trump sait lui-même ce qu'il a envie de faire? C'est un peu la difficulté de lire dans le Trump. On voit bien qu'aujourd'hui, la campagne qui a été la sienne, et y compris lors de son premier mandat, a été une campagne où les États-Unis se désinvestissaient de tous les conflits dans lesquels il était partie prenante. Et qu'il a fait sa campagne, ou en tout cas avec cette promesse qui était celle de dire nous ne nous intégrerons pas dans un conflit, ou en tout cas, si on doit s'intégrer, c'est pour résoudre en 24 heures le problème ukrainien, ou si c'est pour résoudre la question de l'accord qu'il essayait de négocier sur le nucléaire iranien. Il fait la démonstration quand même de son échec, Donald Trump. 24 heures après son élection, le conflit en Ukraine ne s'est pas arrêté. On voit bien qu'aujourd'hui, Netanyahou arrive même à mettre la pression à Donald Trump en faisant en sorte qu'il pourrait cesser les discussions qu'il a entreprises avec l'Iran sur l'accord iranien. On voit bien que Netanyahou ne veut pas la voie diplomatique entre les États-Unis et l'Iran pour cet accord sur le nucléaire. Donc aujourd'hui, Donald Trump fait la démonstration d'une forme d'échec. Il est mis sous pression par Netanyahou, qui pourrait effectivement le contraindre à agir avec les États-Unis. Et d'ailleurs, quand on entend M. Trump dire qu'il contrôle tout l'espace iranien, on ne sait pas si ça veut dire que c'est Israël qui contrôle l'espace iranien ou si Israël et les États-Unis. C'est encore un peu ambigu aujourd'hui. Car Israël, clairement, Stéphane, ne peut pas remporter une victoire contre le régime des Mollahs qui est... ils ne peuvent pas seuls donner le coup fatal. Alors, Pierre, ça dépend de ce qu'on appelle le coup fatal, et c'est là qu'il y a une problématique autour de l'attitude des Américains. Effectivement, on ne sait pas si Donald Trump sait effectivement ce qu'il veut lui-même faire par rapport à l'Iran. On a le sentiment, ou on a l'impression dans cette histoire, qu'il a été relativement mis au pied du mur, comme tout le monde, par l'attitude des Israéliens. Est-ce que les Américains étaient au courant des premières frappes ou pas? Est-ce qu'ils ont été mis devant le fait accompli? Et Donald Trump laisse entendre que finalement il savait, etc., pour sauver la face. C'est assez flou. Ce qui est inquiétant dans l'attitude des Américains et de Donald Trump en particulier aujourd'hui, c'est son discours sur le fait que... Alors, est-ce que les États-Unis sont en capacité de négocier une paix ou d'obtenir un cessez-le-feu ou un règlement du conflit et un repositionnement géopolitique et géostratégique des puissances régionales au Moyen-Orient, ou, comme il le dit, parce que c'est ce qu'il a dit quand même tout récemment, est-ce qu'il est pour une capitulation sans condition du régime iranien? Malgré ces déclarations, les choses restent assez floues. Parce que sur capitulation sans condition, c'est... qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce qu'il intime aux Iraniens et à l'Iran de déposer les armes, de s'avouer vaincu dans ce conflit qui a plusieurs décennies déjà avec Israël, et par exemple de reconnaître l'existence de l'État d'Israël, de renoncer à toute action armée, à soutenir et le Hamas et le Hezbollah, les Houthis, et à interférer dans la région? Est-ce qu'il veut que l'ayatollah Khamenei quitte le pouvoir? Et dans quelles conditions? Je ne sais pas. Une des vraies questions qui se posent aujourd'hui dans ce conflit, c'est l'après. C'est-à-dire qu'on a déjà vu par le passé des conflits armés au Moyen-Orient, dans lesquels les Américains se sont impliqués. Je pense notamment aux guerres d'Irak. Ils font tomber le régime de Saddam Hussein, mais qu'est-ce qui se passe derrière? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en capacité aussi d'imposer un changement de régime, une démocratie. Qui prendrait le relais? On a vu ce que ça a donné en Irak. Donc après le régime
de Saddam Hussein, on a eu la naissance de l'État islamique, etc. Ça a été catastrophique. Ça pourrait être aussi catastrophique vu le niveau d'impréparation et d'incompétence des Américains sur ce sujet. Pierre ? Ce qui va être important, ça va être la réaction, ou en tout cas la mobilisation des opinions publiques. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, si Donald Trump devait renoncer à ce qui a été sa promesse de campagne de ne pas rentrer en guerre avec qui que ce soit, ça risque de mal passer dans les populations, en tout cas chez les Américains, et y compris dans son propre camp de Donald Trump. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a des désaccords qui sont en train d'apparaître de manière très très forte sur cette possibilité qu'auraient les États-Unis à engager une guerre, y compris l'opinion israélienne. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, Netanyahou bénéficiait, en tout cas, sur l'Iran, en tout cas en particulier sur l'Iran, d'un soutien du peuple israélien. Compte tenu aujourd'hui des trous de raquettes qui existent aujourd'hui du dôme de fer sur Israël, ce retournement de situation pourrait ne pas jouer en la faveur de Netanyahou. Et y compris en Iran, on entend aujourd'hui des voix, alors certes des voix qui sont dissimulées, mais des voix qui disent qu'il faut en finir avec le régime des mollahs. C'est-à-dire qu'il y a un peu une libération, et c'est là où il y a une hypocrisie aussi de la communauté internationale qui dit... C'est compliqué, hein, mais bon, qui commence à dire qu'Israël n'est pas légitime à vouloir mettre la tête du chef iranien en jeu. Et en même temps, tout le monde, toute la communauté internationale se réjouit quand même qu'on mette en difficulté ce régime des mollahs, et y compris qu'on réduise à néant, ou presque à néant, la mobilisation des ressources pour obtenir l'arme atomique. Donc il y a une forme d'hypocrisie, et en même temps on sait que Netanyahou, il a tout intérêt à mener une guerre totale. Dans la même semaine, il mène une guerre en Syrie, au Liban, au Yémen, en Iran. On oublie depuis quelques jours quand même qu'il y a une guerre à Gaza qui fait des milliers de morts. C'est aussi l'intérêt de Netanyahou de faire oublier cette union internationale qui est contre Netanyahou sur la guerre menée contre les Palestiniens. Alors en France, la classe politique se déchire autour de la position française, et LFI accuse Emmanuel Macron de soutenir Israël. Est-ce que c'est un bon angle d'attaque ? C'est pas, en fait, c'est pas du tout ça le sujet. Non, alors, moi, je pense que l'attitude ou la position, le discours des LFI, en fait, correspond pas à la complexité de la situation. C'est-à-dire que on ne reconnaît pas au président de la République française la capacité de dire qu'il y a un problème dans l'attitude d'Israël à Gaza, et qu'il faut mettre un terme au bombardement des civils, au blocus humanitaire, et qu'il faut faire pression sur Israël pour que ça cesse à Gaza, et en même temps, pour reprendre un terme cher à la Macronie, reconnaître le fait qu'il y a un problème avec le régime iranien et qu'on ne peut pas laisser l'Iran continuer dans la voie de la recherche de l'arme nucléaire, parce que l'Iran, en tant que puissance régionale, si l'Iran se dote de l'arme nucléaire, le risque pour l'équilibre du monde est réel. Et donc il y a cette situation qui apparaît comme paradoxale, de dire on ne soutient pas Israël sur Gaza, par contre on soutient Israël par rapport à l'Iran. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est la position qu'adoptent la plupart des chancelleries et des gouvernements en Europe, parce qu'il y a un vrai problème avec l'Iran. Pour la peine, Emmanuel Macron ne dit pas que l'action, en tout cas l'action militaire de Netanyahou est légitime. Macron dit que ça doit rester la voie diplomatique qui doit être privilégiée. Donc il condamne à demi-mot quand même les attaques israéliennes contre l'Iran. Et je pense qu'il a raison. La diplomatie devrait être en capacité, en tout cas ce qu'avait entrepris Donald Trump sur l'accord iranien, devrait être en capacité de régler, ou en tout cas d'être la bonne option pour arrêter ce conflit. Alors, en France, on change de sujet, bien sûr, le conclave sur les retraites n'a pas encore abouti et se prolonge jusqu'à lundi. Visiblement, ça bloque. Sur la pénibilité, et d'ailleurs, le patronat menace de quitter les discussions. Je vous propose d'écouter le patron des patrons. Pour ce qui me concerne, je suis très réservé et je peux vous expliquer pourquoi. Dites-le nous alors, pourquoi ? Voilà, parce que nous n'étions pas demandeurs que cette réforme soit réexaminée. Elle apporte au pays, pas aux entreprises singulièrement. Et à bas bruit, certains sont en train de la détricoter. Or, notre pays a besoin de travailler plus et notre pays est en grande difficulté financière. Alors, ça peut paraître très abstrait. Ça veut dire qu'au rythme où vont les choses, rapidement, nous ne pourrons plus payer les retraites. Oui, donc cette fois-ci, c'est le patronat qui coince et qui dit on va devoir mettre la main à la poche.
forcément. Bah oui, et on a le patron des patrons qui nous explique aujourd'hui que d'avoir engagé des négociations, au final, ça pourrait n'aboutir à pas grand-chose. Alors qu'on sait depuis le départ que eux, ils ne veulent pas négocier la question de l'âge de départ, qu'ils sont possiblement à l'aise de discuter à des ajustements sur la question de la pénibilité, sur la question de la reconnaissance des inégalités entre les hommes et les femmes, et que donc il peut y avoir des mouvements ou des bougées à ce niveau-là. Mais j'ai le sentiment qu'ils prennent conscience que s'ils aboutissent à un accord, ça doit passer à l'Assemblée nationale, et qu'à l'Assemblée nationale, si ça doit passer, c'est qu'on peut aussi... Ça, c'est le PS qui veut ça. Que ça passe à l'Assemblée nationale. Tout le monde veut ça. Non, mais le PS menace de faire une censure si ça ne passe pas. C'était l'équation. François Bayrou a dit s'il y a un accord, même à minima, ça passe à l'Assemblée. S'il n'y a pas d'accord, ça sera la même réforme, la réforme Borne, qui s'appliquera. Oui. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression que les syndicats et les patronats qui sont encore autour de la table, pour ceux qui en restent, sont en train de découvrir que ça revient au Parlement et que donc au Parlement, on va pouvoir reposer des amendements et donc redétricoter, y compris le travail qui aura été fait par la démocratie sociale. Et c'est ça qu'est en train de nous expliquer le patron des patrons. Donc il préfère à la limite qu'il n'y ait pas d'accord pour qu'on revienne à la réforme Borne, plutôt qu'il y ait un accord à minima qui repassera à l'Assemblée nationale avec de nouveaux débats et une possibilité pour la gauche d'obtenir des victoires qui ne seraient pas à l'avantage du patronat. Moi je crois que ça va encore plus loin dans le sonore qu'on entend de Patrick Martin. En fait, il y a l'idée qu'au départ, François Bayrou met sur la table, quand il arrive au gouvernement, il met sur la table la possibilité de réformer la réforme Borne de 2023, parce qu'il sait que c'est un irritant majeur pour la société dans son ensemble, pour les partis politiques, les différentes formations. Et en fait, il s'achète un sursis ou la possibilité de ne pas être censuré dès le départ, en ouvrant ce fameux conclave autour des retraites, en disant pas de tabou, que les partenaires sociaux discutent de tout entre eux, etc. Et la réalité, c'est que je pense que le MEDEF s'est engagé dans cette discussion en se disant c'est une façon d'avoir une stabilité politique dont les entreprises, le milieu économique avaient hautement besoin à ce moment-là, après la chute du gouvernement Barnier, mais qui savaient d'emblée qu'en réalité, ils s'achetaient du temps et cette stabilité en n'ayant pas du tout l'intention de revenir sur les 64 ans, ça c'est très clair, mais sur aussi un certain nombre d'autres mesures. Et donc en face, vous avez des partenaires sociaux, notamment la CFDT, qui, elle, y est allée en sachant très bien qu'ils n'obtiendraient pas un accord sur un retour à l'âge à 62 ans, etc., mais en se disant, il y a plein de choses à prendre qui sont au bénéfice des retraités, sur la pénibilité, sur les carrières des femmes. Sur les femmes, voilà. Et sauf que là, ils sont en train d'arriver dans le dur. Ils sont au bout du bout. Et quand Patrick Martin évoque les gens qui veulent détricoter la réforme Borne, je pense qu'il pense pas uniquement à l'Assemblée. Je pense qu'il pense aussi aux partenaires sociaux, aux syndicats, pardon. Et donc, ce qui est dangereux dans cette séquence, c'est qu'à un moment, tout le monde arrive à se dire que finalement, tout ça n'était fait que pour gagner du temps et permettre à François Bayrou de durer. Et du coup, on peut arriver à une séance politique très compliquée avec un possible retour de la censure, oui, bien sûr. Oui, donc ça veut dire que si pas d'accord égale donc réforme Borne... donc pas de texte au Parlement. Pas de texte au Parlement, et donc possibilité... pour François Bayrou d'être forcément censuré par le PS et... Oui, alors qui dit censure ne dit pas encore dissolution. Hein. Vous savez qu'on a c'est jusqu'au 8, le 8 juillet, la date butoir, enfin le 9 juillet en l'occurrence, pour pouvoir reconvoquer éventuellement une nouvelle dissolution. Mais qui dit censure ne dit pas nécessairement remaniement. Dit censure, ça fait tomber un gouvernement. Emmanuel Macron peut tout à fait renommer François Bayrou derrière. Oui. Ça ne changera pas grand-chose. Mais en tout cas, effectivement, là, on voit bien que les syndicats et le patronat jouent une stratégie on reporte encore la négociation à lundi prochain et donc on avance dans le calendrier. Après, il n'y a plus de session parlementaire, il ne se passe plus grand-chose. Oui, à partir du 11 juillet, il n'y a plus de session parlementaire. Enfin, c'est la fin de la session parlementaire. C'est la fin de la course, là. Opération, on gagne du temps. Il ne peut plus y avoir de motion de censure, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de... Voilà, les choses seraient renvoyées à l'automne. Mais on peut très bien avoir une chute du gouvernement Bayrou. Je ne suis pas sûr que le président de la République renomme François Bayrou. Je pense plutôt qu'il aurait très envie de changer de Premier ministre. Il a Sébastien Lecornu qui était dans les starting, qui est toujours dans les starting blocks. Voilà, le problème, si vous voulez, c'est que à un moment, il y a sur la censure, en fait, la question qui peut se poser très rapidement, c'est aussi l'attitude du Rassemblement national.
la clé d'une censure, elle sera du côté du Rassemblement national. Oui, mais si le PS soutient, il n'y a pas Bayrou ne peut ne pas tomber. Si le PS maintient son premier accord de non-censure. Ah oui, enfin là, ils ont quand même été clairs dans leur... J'entends bien. Y compris dans les opposants. Olivier Faure, j'ai même entendu Jérôme Gage hier expliquer que, y compris s'il y avait un accord, mais qu'il n'y a pas d'accord sur l'âge de départ légal, ça fera bouger la position des socialistes, sans doute. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème d'immaturité en France quand on voit que les Allemands se débrouillent sans l'État, c'est-à-dire que l'État n'est pas arbitre dans les... C'est un des enjeux du conclave. Voilà, ça fait partie des choses qui étaient sur la table en cas d'accord, ou s'ils arrivent à trouver un accord, il était question aussi d'avoir la possibilité de confier le pilotage du régime des retraites, du régime général, aux partenaires sociaux. Mais pourquoi vous parlez d'immaturité ? En fait, l'immaturité... parce qu'en fait, en France, l'État vient toujours mettre son grain de sel, alors qu'en Allemagne, il se débrouille entre partenaires sociaux. L'immaturité, elle vient du gouvernement qui s'acharne sur une loi qui est rejetée par 80% des Français, qui est rejetée par l'ensemble des syndicats. Mais là, il leur demande de se mettre d'accord, Pierre. Ils sont d'accord pour dire qu'il faut arrêter avec cette réforme. Je veux dire, il y a quand même un Parlement qui a voté contre cette réforme, le Parlement. Les députés ont voté contre à plusieurs reprises. Tous les syndicats sont contre, même le patronat n'était pas franchement pour... Il n'est pas interdit d'amender, là. Il n'est pas interdit d'amender, vous voyez bien qu'on n'y arrive pas. Donc là, la seule solution pour sortir de ce nœud-là, ce serait d'arrêter avec cette réforme. Je veux dire, tous les syndicats sont contre, l'Assemblée nationale est majoritairement contre ce texte. Et je veux dire, c'est là où il y a une immaturité politique. Oui, non, mais on peut faire évoluer les choses sur la pénibilité quand même, et sur les femmes. Bien sûr. Il n'y a pas besoin de cette réforme pour faire changer les choses sur la question de la pénibilité. L'autre paradoxe, c'est que, admettons qu'ils arrivent à un accord lundi prochain, mais que le texte, donc ça donne lieu à un texte législatif qui soit présenté au Parlement, et qu'effectivement les députés et les sénateurs amendent le texte, etc., le transforment. Donc, quel intérêt ou quelle valeur aurait un travail conduit par les partenaires sociaux qui négocient, qui arrivent à un accord, si ensuite il est transformé? Merci à tous les deux. Merci, on est pressé par le temps. Je vous retrouve demain pour Politique et nos invités. À très vite. Merci. La culture, c'est tous les jours sur France 24. Retrouvez l'actualité artistique avec toute l'équipe Culture. Des interviews avec des personnalités et stars de premier plan, mais aussi les conseils séries et cinéma. Et enfin, Planète Afro avec son florilège de nouveautés culturelles africaines. À l'affiche, à voir sur France 24 et france24.com. Je m'appelle Grégory Pless, je suis le correspondant de France 24 à Sydney, une ville aux avant-postes de la crise climatique, mais aussi des tensions grandissantes dans la région Indo-Pacifique. Alors sur ces questions, comme sur toutes les autres actualités qui comptent en Australie et en Nouvelle-Zélande, vous pouvez compter sur moi pour vous en parler sur France 24. Grégory Pless, l'un des 200 correspondants de France 24 dans le monde.